questions à la salle? À l'un des 4 orateurs? Bonjour, juste sur le dernier point que vous avez mentionné, les liens entre PCI DSS et ISO 27001, est-ce que c'est documenté, c'est public, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez établi vous? Alors on l'a établi nous, en fait, on l'a en partie seul, en partie aidé par Verizon. Bon, je ne sais pas si Verizon voudra le diffuser, mais en tout cas, bon, nous on l'a conservé. C'est pas public à ma connaissance. Bonjour. Non, Verizon a partagé une partie de ça dans le document du inclusif sur PCI DSS. Donc je suis Hervé Schoer, je suis aussi ainsi un des participants à ce groupe. Donc il y a une partie. Sinon, on trouve une grande littérature sur Internet, mais ça coule de source. C'est-à-dire, c'est pas vraiment une question qu'on se pose dans la réalité. C'est-à-dire que quand on lit le référentiel PCI, on voit bien que c'est un dérivé appliqué aux données cartes de mesures de sécurité tout à fait classiques qu'on retrouve dans la 27002, donc qui sont tout naturellement des mesures de sécurité qu'il faudrait choisir si on faisait une appréciation des risques sur les données cartes. Tiens, j'en profite. J'ai une question pour... c'était Mathieu Garin. Mathieu Garin, il a dit sur l'externalisation que le fait d'externaliser, ça n'empêchait pas qu'il fallait quand même faire du PCI DSS. Moi, je pense que ça dépend vraiment des métiers. Hein, j'ai beaucoup de clients qui, en externalisant, se sont réellement débarrassés à 100% de la problématique PCI DSS. Donc sur des métiers, on va dire, relativement simples, si, l'externalisation, c'est bon débarras. Oui, à la limite près qu'il faut montrer patte blanche sur les contrats. C'est l'ultime limite. Mais effectivement, ça dépend des métiers. Il y a quand même souvent des usages internes qui, malheureusement, bien qu'on pousse, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc voilà, ça dépend vraiment du métier. Je pense qu'il faut faire une étude pour savoir exactement jusqu'où on peut aller. Oui, Pierre François, bonjour. Jusqu'à présent, on a une vision un petit peu, on va dire, binaire de la conformité, au sens où on prend PCI DSS dans son ensemble, alors que la tendance du marché, en particulier des réseaux cartes, et en particulier de Visa, c'est d'avoir une approche pragmatique qui vient apporter un seuil de tolérance, alors qui dépend du métier des acteurs, qui dépend du contexte, mais typiquement le programme type de Visa sur du paiement face à face dans un contexte EMV vient apporter, on va dire, une forme de souplesse, de tolérance par rapport aux 6 étapes de progression. Et donc on n'est pas dans un monde, on va dire, aussi binaire finalement qu'il a été présenté. Je serais intéressé à avoir votre point de vue sur cette évolution qui est, vue du commerce, extrêmement intéressante. Effectivement, cette question, elle est très intéressante. Là encore, je voudrais juste insister sur un point vis-à-vis de PCI DSS. Si vous avez dans l'intention et si vous avez une obligation pour une réglementation quelconque d'être certifié PCI DSS, vous êtes soumis à un audit. Et cet audit-là, de toutes les manières, devra dérouler toute la procédure avec les 290 contrôles, les 290 exigences, les 900 points de contrôle, bref, la totalité pour avoir une certification. Et aujourd'hui, que ce soit Visa, que ce soit Mastercard, si vous présentez un report on compliance qui n'est que partiel, il ne sera pas accepté. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'ensuite, en termes de relations entre Visa, les PSP ou entre les banques et leurs marchands, vous pouvez avoir une stratégie en tant que marchand avec votre banque de dire, et là le PCI Council a défini un document qui s'appelle A Prioritized Approach of PCI DSS, qui définit la mise en conformité selon un certain nombre de jalons, il y en a 6, et qui, dans un certain nombre de cas, si vous montrez que vous êtes conforme, et j'insiste sur ce terme-là, conforme jusqu'au niveau 2, 3, 4, là c'est une relation contractuelle avec votre propre acquéreur, à ce moment-là, votre acquéreur pourra considérer que vous remplissez vos obligations contractuelles vis-à-vis de lui. Mais nous ne sommes pas, effectivement, dans une certification qui ne serait pas acceptée si elle n'était pas complète. Voilà. Et donc... Toujours dans un contexte PCI DSS en général, c'est-à-dire qu'il y a bien un contexte PCI DSS et il y a une sous-partie qui est la certification de conformité, mais qui n'est qu'une sous-partie dans le contexte global. On peut Si on regarde l'état des marchands dans leur ensemble, ils ne vont pas tous se faire auditer. Tout à fait. C'est justement, là encore, j'insiste,
la conformité ou la certification d'un marchand est de la responsabilité de son acquéreur vis-à-vis des réseaux. Et effectivement, vous avez cité EMV et la tendance actuelle qui est de considérer si j'ai un certain nombre de transactions qui sont uniquement EMV, là, j'ai vu passer une documentation, un document fourni par Visa, je laisse Visa dire, moi je suis QSA, je laisse Visa dire et se positionner sur ce point-là, je ne vais pas le juger, mais il est vrai que dans certains cas, à partir du moment où vous avez un certain type de gestion de la carte bancaire, eh bien votre acquéreur pourra considérer que vous remplissez vos obligations, et là, PCI DSS n'est qu'une partie. Bonjour, Rodolphe Simonetti, Verizon Business. Je souhaitais rajouter un point en fait par rapport à la spécificité française, c'est que ce point en fait, les paiements ne se limitent pas aux frontières et la particularité qu'on a en France avec l'EMV souffre aussi en fait des exceptions. Et en France, il y a plusieurs marchands et plusieurs acquéreurs qui acceptent des transactions sur la base exclusive du PAN. Donc la discussion de limiter ça à certains pays étrangers est très limitative. Et aujourd'hui, en France, il y a des marchands franco-français, des acquéreurs franco-français qui travaillent parfois avec le PAN. C'est des exceptions, mais ça existe. Oui, Hervé Dossin, juste pour la partie QSC. Si j'ai bien compris, le QC évalue et le réseau certifie. Mais imaginons qu'après la remise du rapport et de la certification, qu'il y ait une fraude. Qui finalement endosse la responsabilité de cette fraude? Est-ce que c'est le réseau ou est-ce que c'est le QC? Parce que quand je regarde finalement le nombre de personnes ou de sociétés qui sont, je dirais, QSC, je me dis, bon, il y en a quand même assez peu, 4. Donc c'est soit il y a un risque potentiel à endosser et donc à souscrire potentiellement une assurance complémentaire pour s'assurer contre ce risque, soit il y a un engagement financier fort pour pouvoir être QSA. Donc la question c'est ça, c'est qui endosse la responsabilité en cas de fraude après une certification? Alors effectivement, c'est comme les commissaires aux comptes. C'est-à-dire que s'il y a une compromission, s'il y a une donnée qui est volée, eh bien il y a une enquête. Et en général, l'enquête, elle est diligentée directement par Visa et Mastercard. Donc, des sociétés sont accréditées à effectuer des enquêtes en cas de compromission. Donc, vous avez la liste qui est indiquée sur le site du PCI Council. Et le résultat de cette enquête va déterminer s'il y a eu ou non faute d'une des parties impliquées dans la certification PCI DSS. Et cette enquête va dire si c'est le marchand qui n'était pas conforme le jour de sa compromission, parce que une certification, c'est quelque chose qui est établi à un instant T, elle est annuelle, mais entre deux anniversaires, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous avons des marchands, des PSP, qui refont intégralement leur infrastructure entre les deux, et ils étaient certifiés en septembre, ils ne le sont plus, et ils ne sont plus conformes en octobre. Donc ça, c'est une réalité. Et là, c'est le marchand qui a fait ces changements sans respecter les obligations PCI DSS. On a cité tout à l'heure ISO 27001. C'est effectivement un moyen, au travers d'un système de management de la sécurité, de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que, d'une année sur l'autre, on maintienne le niveau de conformité, le niveau d'exigence de PCI DSS. Donc s'il y a eu une erreur lors de ces changements-là, eh bien c'est le marchand ou le PSP qui va être responsable. En revanche, il est vrai aussi que si l'enquête montre qu'il y a eu défaut de la part de l'auditeur et de sa société lors de l'audit, et donc que l'on montre qu'effectivement il y a eu un audit de complaisance, à ce moment-là, c'est l'auditeur qui est lui directement responsable et son entreprise qui est impliquée, parce que vous ne pouvez pas être QSA sans faire partie d'une société QSA, justement, vous le citiez tout à l'heure, pour des questions d'assurance. Donc voilà, tout va se jouer lors de l'enquête, en cas de compromission, pour identifier qui finalement était responsable de cette faille. Et puis le dernier cas qui peut arriver, c'est que la sécurité, enfin le risque zéro n'existant pas, on peut montrer que tout le monde a fait correctement son boulot, et malheureusement, il y a eu quand même une compromission. Et ça, ensuite, ce sont les réseaux qui vont définir les pénalités et à qui elles vont s'appliquer. Non, il y a une réponse très simple à la question. La question, c'était, est-ce que le responsable, c'est le réseau,
Est-ce que c'est Visa, Mastercard, Amex, etc. Ou est-ce que c'est le QSA? Déjà, non. Qui héberge les données? On commence par la réalité. Il y a quand même, on est d'accord, on l'a vu, une responsabilité du PSP ou du marchand qui s'est fait piquer les données. Maintenant, il n'y a qu'à prendre les incidents. Regardez les assureurs, qu'est-ce qu'ils ont remboursé? Moi, j'ai regardé les incidents, aux États-Unis, je vous rassure, c'était pas chez nous. Mais en gros, c'était 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire qu'il y avait 2 tiers pour le QSA, pour l'assurance du QSA, 1 tiers pour l'assurance du marchand. Bon, c'est à la louche, mais c'est comme ça que je l'ai vu. Donc clairement, Visa, Mastercard et les réseaux, par ce système, ils se sont dédouanés de leurs responsabilités. C'est tout le principe du système. Et une bonne partie de la responsabilité est effectivement mise sur l'auditeur certificateur. Et c'est un des concepts de base, mais c'est pas désagréable non plus. Maintenant, dans la continuité, ce qui n'a pas été dit, c'est que le marchand ou le PSP, il fait plus rien sur son QSA. Il va pas toucher à l'infrastructure carte sans demander avant au QSA s'il est d'accord. C'est-à-dire que pour maintenir sa certification dans la durée, le QSA l'accompagne forcément dans cette durée. Et donc, à chaque fois qu'il va vouloir penser à faire quelque chose, avant de changer quoi que ce soit, il le demande au QSA. Et puis, des QSA français, il y en a d'autres. Ils ont simplement peut-être pas demandé encore au groupement carte bancaire d'apparaître. Donc, je pense à Orange Business Services, par exemple, à XMCO ou moi-même, HSC. Oui, bonjour. Donc, vous parlez en cas de compromission qu'il y a des pénalités, mais est-ce qu'il y a forcément toutes les pénalités sont rétrocédées au marchand si c'est la responsabilité du marchand, ou c'est juste une relation contractuelle qui définit quelles sont les indemnités qui vont être versées? Vous avez tout à fait raison sur le deuxième point. C'est une relation contractuelle. Aujourd'hui, en tant que QSA, je n'ai pas cette information-là. Je ne suis pas dans les petits papiers des relations contractuelles entre les réseaux et les banques, entre les réseaux et les PSP, et entre les banques et leurs marchands. J'ai des connaissances de ce qui aurait pu se faire dans certains cas, mais vous avez tout à fait raison, c'est uniquement une relation contractuelle. Si il y a compromission chez un marchand, Visa va définir des pénalités, va définir à qui elles s'appliquent. S'il les applique uniquement à la banque, est-ce que la banque va les rétrocéder au marchand? Je n'en ai pas cette information-là. C'est purement contractuel. Bon, alors moi j'ai une petite question pour Mathieu. Donc la question c'est tout ça pourquoi? En fait, tu as parlé de 345 millions de fraudes. Est-ce qu'on a pu mesurer un impact de PCI sur les impacts de fraude? Est-ce que ça fait diminuer la fraude ou pas? J'ai pas l'information. C'est une excellente question. Il faudrait regarder. Oui. Je peux juste donner une information tout à l'heure. Ce qui a été dit, c'est le taux de progression. Il faut savoir que le taux de fraude est effectif sur l'utilisation des cartes bancaires au sens large, quels que soient les canaux, est de 0,057%. Donc la fraude à la carte bancaire baisse. Ce qui monte, c'est effectivement la partie liée à l'utilisation en vente à distance. Voilà, c'est ce que je peux vous donner comme information là-dessus, sachant qu'il y a beaucoup d'autres fraudeurs que ceux qui volent des bases de données. Il y a certains pays de l'Est qui ont des officines de fausses cartes qui existent encore, avec des utilisations à l'étranger, puisqu'ils ne peuvent pas le faire en France depuis qu'on a enrayé la fraude au YesCard avec le changement d'algorithme d'authentification de la carte en France. Petit message. D'abord, remercier les 4 orateurs qui ont bien voulu intervenir au cours de cette conférence et qui était très intéressante. Premier message. Deuxième message, c'est remercier Jean-Marc Grémy de Cabestan Consultant qui partage avec moi depuis le début de l'année l'animation de ces conférences et qui m'a beaucoup aidé sur cette conférence-là. Et enfin, dernier message, avant de vous libérer pour le cocktail. La prochaine conférence, c'est le 16 juin et ça va porter sur la gestion de la sécurité, enfin les incidents de sécurité, pardon, excusez-moi, les incidents de sécurité, et qu'on est évidemment, comme pour toutes les conférences, en recherche d'intervenants sur cette problématique. Il y a un papier qui est sorti et qui a été diffusé aux membres et qui sera sur le site et qui décrit un peu ce qu'on attend. Et donc, on
on attend vos réponses et votre participation à cette conférence. Et bon cocktail. Merci.